Oh. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là parmi nous pour cette table ronde qui durera environ 1 heure. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance d'avoir à mes côtés 5 entrepreneurs qui ont chacun à leur façon réussi à se distinguer sur le marché des affaires. Alors, je vous présente Anthony Saint-Cyr d'Alias Entrepreneur, Bonjour tout le monde. Marie Deschênes de l'Académie des Autonomes, Salut. Martin Ducharme de Niveau Branding, Bonjour, bonjour. Nelson Roberge d'Extra Caramel et baronmac.com, Bonjour. et enfin, et non des moindres, Marie-Hélène Marty de la communauté marketing des talents M et coach certifié. Bonjour. Alors, aujourd'hui, dans cette table ronde, nos participants nous parleront de leurs expériences et comment, selon eux, un travailleur autonome ou solopreneur peut réussir à se distinguer sur le marché des affaires. Ou, en d'autres termes, ce qu'on cherche à savoir, c'est comment est-ce qu'on peut sortir du lot lorsqu'on est un petit poisson, c'est-à-dire un acteur avec peu de ressources en termes de temps, de matériel ou encore de finances, quand on évolue dans un marché rempli de gros poissons. Donc, cette question provient d'une réflexion qui est en lien avec l'expression David et Goliath. David et Goliath, c'est l'histoire d'un combat épique qui s'est déroulé selon la légende entre un géant armé jusqu'aux dents et protégé par une tunique faite de centaines d'écailles de bronze imbriquées les unes dans les autres et un simple berger muni d'une seule fronde et d'un bâton. Le combat semblait inégal et joué d'avance, et pourtant, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Le géant Goliath, muni d'une lance, d'une épée et d'une tunique qui le protégeait pratiquement tout le corps, était lourd et peu rapide. Il était habitué à des combats au corps à corps et n'envisageait pas le duel autrement. David, le berger, était quant à lui léger, rapide et habile. Il lança une pierre à distance sur la tête du guerrier géant et l'assomma, puis lui trancha la tête. C'est ainsi que l'expression David contre Goliath est employée pour parler d'un combat où l'un des participants est grandement désavantagé face à l'autre. Mais de cette histoire, et en lien avec l'entrepreneuriat, on se pose plusieurs questions. Est-ce que les obstacles qui freinent l'avancement de nos projets sont-ils vraiment insurmontables? Peut-on parfois réussir à faire virer une situation en notre faveur? Comment, en tant que solopreneur, peut-on réussir à tirer profit de nos faiblesses pour les convertir en force? Et enfin, en tant que travailleur autonome, comment est-ce que je peux sortir du lot et réussir à réaliser l'impensable avec des petits moyens et des ressources limitées? Alors, pour démarrer cet échange autour de cette table ronde, j'aimerais commencer par toi, Anthony. Tu es passionné du domaine des affaires et directeur de la plateforme Alias Entrepreneur, une communauté de plus de 30 000 entrepreneurs qui a pour mission de valoriser l'entrepreneuriat et d'aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau dans leur organisation. Anthony, quel serait ton conseil pour aider un solopreneur à se distinguer dans son domaine d'activité? Mon premier conseil pour un solopreneur, un travailleur autonome, ou même le propriétaire d'une très petite entreprise, c'est de vraiment attaquer sa niche pour commencer. C'est de commencer par dire, OK, c'est quoi ma force, c'est quoi mon expertise, c'est dans quoi que je suis bon. La force d'un solopreneur versus une grosse compagnie ou une compagnie à plusieurs employés, c'est qu'il peut vraiment exceller dans un domaine d'expertise sans avoir énormément de coûts fixes. Fait que c'est de tirer de cet avantage puis la mettre de l'avant. Alors, c'est vraiment pour sortir du lot, c'est de commencer à mettre de l'avant ta niche, ton expertise. C'est de commencer par investir beaucoup en marketing de contenu sur les plateformes qui ont un bon reach organique à la base. Actuellement, les deux plateformes qui ont les meilleurs reach organiques, il y a LinkedIn et TikTok, qui sont deux plateformes où est-ce que les reach organiques sont encore très forts. Alors, dépendamment où est-ce que ta clientèle cible se trouve, c'est de commencer en créant énormément de contenu. Alors, miser sur le marketing de contenu pour te différencier puis vraiment aller mettre de l'avant ta niche d'expertise, dans quoi que j'excelle, dans quoi que je suis bon. Par exemple, si je suis je vais aller avec Alias Entrepreneur. Moi, j'aide les entrepreneurs à passer au prochain niveau. Bien, à chaque lundi, on envoie une infolette pour donner un truc aux travailleurs autonomes, aux propriétaires de petites entreprises pour aller passer au prochain niveau. Alors, on écrit une infolette. Par la suite, je prends cette infolette-là et je la mets de l'avant sur les médias sociaux. En l'espace d'1 an et demi, 2 ans, que je mets beaucoup plus de l'avant ma personnalité au lieu de mettre de l'avant une personnalité déjà connue du public. J'ai réussi à créer une grosse communauté autour de moi, puis avoir un très bon reach organique, puis avoir un flow continu de nouveaux clientèles. Alors, c'est vraiment de mettre de l'avant ton domaine d'expertise sur des plateformes où est-ce qu'il y a un reach organique qui est déjà présent.
Puis, c'est de connaître où est-ce que mon client idéal se trouve. Est-ce que mon client idéal se trouve sur LinkedIn? Est-ce que mon client idéal se trouve sur TikTok? Est-ce que mon client idéal se trouve sur des groupes Facebook? Il y a plusieurs groupes Facebook qui sont disponibles. Par exemple, si je suis quelqu'un qui est un travailleur autonome qui aide les femmes à se remettre d'un congé de maternité, exemple, bien, il y a beaucoup de groupes Facebook pour de femmes qui s'entraident. Alors, c'est d'être présent dans ces groupes-là, c'est de partir un groupe pour aller chercher de la communauté où est-ce qu'on va avoir un bon reach organique. Mais le truc que je donnerais à tous les solopreneurs, c'est de mettre de l'avant son expertise, puis vraiment d'aller le plus niché possible, de choisir l'expertise dans laquelle que j'excelle et non d'aller dans une expertise qui est très large. Être large, c'est fait pour les plus grosses entreprises. Quand tu es solopreneur, c'est vraiment y aller, OK, c'est quoi l'aiguille que je suis capable de répondre, puis que même que la grosse entreprise va m'engager pour que je réponde à cette expertise-là dans ces mandats qu'elle gagne. Alors, c'est vraiment de cibler dans qu'est-ce que je suis bon, puis faire du contenu au travers de ça pour se faire connaître. Ok, super, merci beaucoup. Juste une petite précision, quand tu dis nicher, c'est donc du coup nicher au niveau de ton expertise, mais pas forcément au niveau de ton persona, ou est-ce qu'il y a une confusion pour moi là dans mon esprit? Est-ce que tu peux juste nous éclaircir là quand tu dis nicher? Dans les deux cas, il faut vraiment avoir un persona idéal qui est très petit, qui est assez gros pour pouvoir se faire vivre, là, mais un persona niche puis une expertise niche. Si on est capable de matcher les deux, on n'a pas besoin, quand on est solopreneur, habituellement, on n'a pas besoin d'un très grand bassin de clientèle. On a besoin parfois de 5-10 clients mensuels, des fois 20 clients mensuels, mais 20 clients mensuels, on est capable de vraiment se nicher sur son persona et son expertise. Puis quand on est capable de faire le match des deux, bien, c'est là la force du solopreneur, justement, c'est que je suis capable de communiquer la bonne information exactement à la bonne personne, puis ça va résonner en lui. Il y a un solopreneur que je trouve qu'il fait très, très bien actuellement, qui n'est pas dans un domaine de l'entrepreneuriat, puis c'est ça que je trouve original, mais lui, son persona niche, c'est les pères de famille qui ont un surplus de poids. Alors, ils appellent ça, il y a partie de la communauté des super dads. Alors, toutes les pères de famille qui ont un surplus de poids, puis lui, son expertise niche, c'est de faire perdre du poids aux pères de famille. Alors, son expertise pourrait être à plein de gens, avoir une meilleure une alimentation saine, avoir des bonnes habitudes de vie, du sport. Bien, il aurait pu aller pour le commun du mortel, mais au lieu de ça, il a dit hey, moi, je vais m'adresser aux pères de famille qui viennent d'avoir des enfants, qui a pris du poids puis qui veut perdre son poids. Puis tout son contenu est relié aux pères de famille. Il est relié à quand que ton enfant a pleuré toute la nuit, puis que le lendemain matin, tu viens de te lever, tu as le goût d'aller chercher un Tim Hortons avec un bon café puis de manger une patate. Mais il parle vraiment aux pères de famille qui viennent d'entendre son enfant pleurer toute la nuit. Mais le message qu'il transmet, alors il commence par ça. Après ça, il dit ben ça, tu vois, à moyen terme, c'est tant de calories qui ne sont pas brûlées de la bonne façon. Ça va faire une bédaine. Mais au lieu de mettre une bédaine de n'importe qui, il met une bédaine d'un père avec un chandail du super dad. Puis c'est prends mon programme de transformation de la bédaine du super dad pour redevenir avec une forme à long terme, pas une forme à tout casser pour faire des marathons, mais une forme pour être présent pour tes enfants quand que tes enfants vont avoir 50 ans. Si tu vas encore être présent puis vivre jusqu'à 85-90 ans de façon en forme, si tu vas être capable de suivre tes enfants, bien, suis mon programme de transformation X, sois en forme pour tes enfants et une meilleure santé. Bien, pour faire ça, au lieu de prendre une patate, abonne-toi à Evive Smoothies pour prendre un smoothies à tous les matins. Tu vas voir, tu vas être beaucoup plus en forme, tu vas avoir une transformation de ta vie, tu vas avoir plus d'énergie, tu mets des transformations, mais tu vois, il est allé chercher une clientèle niche avec un sujet niché, puis cette personne-là, je ne connais pas ses chiffres, mais les rumeurs disent qu'il fait plus de 1,5 million de revenus annuels en étant solopreneur dans une clientèle niche. Alors, c'est être capable de cibler quelque chose de très précis qu'une masse de personnes raisonnables pour satisfaire son travail, son bassin, puis ses revenus qu'on veut générer mensuellement. Est-ce que ça répond bien à ta question? Ouais, bah, super clair, merci beaucoup. Et puis, c'est un très bon exemple. D'ailleurs, ça va me faire rebondir sur Nelson. Je ne sais pas si tu es un super papa et que tu suis, du coup. C'est drôle parce que, regarde, Anthony, on ne se connaît pas, là, mais regarde, tu as tout dit ce que j'allais dire. Fait que je pourrais m'en aller puis je serais bien content. Mais dans ce concept-là, le concept du niche, c'est vraiment super intéressant parce que, en bout de ligne, tout le monde veut
parler à tout le monde, puis c'est tellement pas la bonne solution. Puis, et là, il y a le persona et il y a l'industrie. Moi, en ce moment, là, j'ai un magazine et puis là, on parlait de beaucoup de choses larges. On est en train vraiment de nicher le plus possible ce qu'on fait, justement parce que, ben, entre autres, tu parles des super dads, puis c'est drôle parce que j'ai eu la conversation avec, il y a beaucoup de personnes qui se lancent en coaching d'entrepreneurs, justement, ou des choses comme ça. Et eux, ça a été un cas que j'ai amené parce qu'eux, il y avait de quoi qui était niche, justement. Ils se sont adressés à du monde. Puis moi, ben oui, je suis un papa, j'ai 2 enfants et depuis début de l'année, je fais du jogging, je bois un peu moins de bière, je suis en train d'entretenir mon dad bod. Et puis, il y avait vraiment un super concept, eux autres, parce que justement, tout le monde, parce que les jeunes de mon âge, c'est tout conscientisé par rapport à ça. Il y a tout comme un momentum, il y a tout un moment où est-ce qu'ils se disent comme, ah, je voudrais peut-être que je prenne soin de moi à un moment donné, et eux, ils sont là pour t'aider à faire ça. Mais oui, c'est ça. En bout de ligne, plus t'es niche, mieux c'est, parce que justement, personne d'autre va le faire aussi, tu sais. Ou sinon, la compétition va être beaucoup moins grande. Fait que oui, tout est là-dedans, autant au niveau, comme on dit, du persona, autant au niveau de l'industrie. Donc, c'est super important. Moins que tu as d'industrie que tu couvres, plus que tu as de chances d'avoir des clients qui vont... plus que tu vas avoir une image de quelqu'un qui se spécialise puis qui est bon dans ce qu'il fait, plutôt que de t'éparpiller puis d'avoir l'air de toucher un petit peu à tout. Même si tu es bon dans tout, là, le but, c'est juste aussi, dans un sens, l'impression que tu peux donner à un client. Puis le marketing de contenu, c'est quelque chose, ça fait souvent peur au monde parce que, wow, j'ai pas le temps, mais des fois, marketing de contenu, nous, on a un média, là, mais souvent, il y a juste moi et mon collègue qui crée du contenu, mais on fait des questionnaires, puis après ça, on prend ces bouts de questionnaires-là, puis on les partage en ligne, et puis là, finalement, ça nous a pris 30 minutes, un peu à envoyer le questionnaire, faire la révision un petit peu, puis après ça, le partager un petit peu partout pour que la personne que tu as interviewée, elle le repartage aussi. Puis il y a des façons très, très, très faciles de pouvoir créer du contenu. Si tu n'es vraiment pas à l'aise à mettre ta face sur TikTok, par exemple, là, ou des choses comme ça. Mais c'est ça, l'affaire du courriel, c'est une autre affaire. C'est super l'infolette de dire comme ben regarde, je te donne un conseil à chaque semaine, puis là, tu te spécialises, tu deviens un spécialiste dans ton domaine niché, et bien là, c'est parfait aussi. Toi, Nelson, donc j'ai pas eu le temps de te présenter, mais tu es quand même éditeur et producteur indépendant depuis plus de 26 ans avec Extra Caramel, qui est une firme de services en création de contenu, comme tu nous parlais. Tu as aussi baronmac.com, qui est un média dédié à la créativité en entrepreneuriat, qui a plus quand même de 35 000 visiteurs en ligne. Moi, ce que je voulais dire là, c'est que quand même, on te reconnaît pour ta créativité, ton leadership, ta capacité à créer des relations humaines. Et donc, comment, en fait, grâce à peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire un peu la créativité, la place de la créativité, toi, peut-être comme un atout, peut-être, pour les solopreneurs? Oui. Tu sais, je sais pas, c'est pas tout le monde qui j'imagine, tu sais, ça vient peut-être avec l'expérience ou avec la confiance en bout de ligne. Tu sais, parce que, comme tu dis, là, ça fait 26 ans que je fais des projets, que je crée des choses. J'ai été producteur, j'ai fait des spectacles, j'ai créé beaucoup de magazines, je rassemble des gens, je crée des projets, peu importe. Je pense que tu sais, puis là, je suis allé faire des rencontres dernièrement, tu sais, où il y avait peut-être plusieurs candidats pour un projet, puis des choses comme ça. Puis les gens, ils s'attardent à moi tout de suite parce qu'il y a une aisance, puis il y a une facilité, puis je pense que c'est de montrer aussi à ton client ou à la personne que tu vas rencontrer que tu comprends les enjeux aussi, que tu comprends ce qu'il y en est, puis que ça ne te fait pas peur, puis que tu en as vu d'autres, tu sais, dans un sens, là. Puis la créativité, après ça, ben, ça se passe, OK, tu amènes les bases de tout ça, mais ça se passe avec le client. Il ne faut pas oublier que quand on a un client, ce qu'il faut réussir à présenter à ce client-là, c'est que tu n'es pas juste quelqu'un qui engage, tu deviens un partenaire avec lui. Tu n'es pas juste comme, hey, je suis payé tant de l'heure ou je te fais un forfait comme ça, puis je vais t'amener là. Non, c'est, hey, on va créer ensemble le changement qui va se passer. Puis pourquoi tu m'as engagé ça? Ben, c'est pour ce changement-là. Ben, regarde, je vais t'aider à l'accomplir puis à y aller.
en ce moment-là, le client, je pense qu'il est peut-être plus investi ou il se fait plus partie du chose, puis il en a peut-être moins ses épaules dans un sens, mais le but, c'est de réussir à coordonner ça puis t'assurer de répondre à des objectifs puis tout ça, mais il faut, après ça, bien, la créativité peut venir en gang. C'est sûr que toi, tu livres, tu crées tout ça, tu amènes ton expertise qui est la veille stratégique ou la vision globale que le client ne connaît pas. Toi, tu amènes les X puis les Y puis les Z pour dire comment tu peux prendre une meilleure décision. Moi, voici ce que je ferais. Qu'est-ce que tu en penses? Puis blablabla. Puis ben là, c'est sûr, après ça, on veut tout le temps avoir le meilleur client qui écoute tout ce qu'on dit des fois, là, mais c'est bon d'en avoir un qui challenge des fois un petit peu aussi. J'ai-tu répondu à ta question? Écoute, ça me semble super. Effectivement, j'aime bien cette idée de co-créer avec ton client, puis finalement de le voir comme un partenaire au-delà d'un client. C'est ça que j'ai vraiment entendu à travers ta réponse. Donc, il te fait confiance, il te fait confiance pour quelque chose, mais il ne faut pas négliger son expertise à lui qui est son domaine et tout ça. Donc, OK, ben regarde, moi, je pense à faire ci, moi, je voudrais faire un événement, je voudrais faire ci. Puis là, le client était, wow, moi, mes clients ou mes gens, ils ne sont pas là, puis ils ne vont pas faire ci. Ah, OK, cool. Fait que là, tu retravailles un petit peu, mais tout le temps en écoutant le client, puis en essayant de voir. C'est facile hein, d'avoir des objectifs, puis de déraper à un moment donné. Et toi, tu es la personne qui va essayer de garder tes objectifs à toi avec le client et de le ramener un peu là. Puis tu peux le laisser éclater, le client, là, puis d'avoir des idées comme ça, mais après ça, tu ressens vers OK, c'est quoi les objectifs? Regarde, toutes les idées étaient cool, là, mais si on veut vraiment arriver plus vite possible à l'objectif, regarde, il y a ceux-là là, ici là, qu'il faudrait peut-être miser selon ton budget, puis le temps que tu nous donnes, puis ci, puis ça. Puis là, après ça, ça relativise, puis là, le client, il fait OK, cool. Ben, allons-y, puis c'est peut-être plus facile de refaire passer des projets ou des choses après ça. Tu sais. Là, quand tu dis recadrer le client, j'aime bien ça parce que ça me fait du coup pouvoir introduire Martin Ducharme, donc toi, ça fait plus de 25 ans que tu as développé à travers ta marque Niveau Branding une démarche stratégique unique que tu as appelée l'affirmation de marque pour aider les entrepreneurs justement à voir et à penser autrement et surtout à définir ce qui rend leur entreprise unique. Donc toi, ta spécialité, c'est vraiment de les recadrer, enfin en tout cas tu me reprendras si c'est pas ça, mais de les recadrer pour que justement ils arrivent à vraiment donner de la clarté sur ce qu'ils font pour justement réussir à se distinguer. Mais c'est pour ça que je me permets de te poser la question. Donc quand on a peu de ressources en termes de temps, de finances, de technologie, comment est-ce que je peux faire en tant que solopreneur pour gagner en visibilité puis en attractivité? En fait, c'est une excellente question. Le défi des solopreneurs en est un de ressources limitées, comme il a été mentionné tantôt. Et je pense que la meilleure façon, c'est de concentrer ces ressources-là dans un message qui va être clair. Parce que moi, j'aide mes clients à mettre en valeur leur marque. Donc, c'est quoi le message qu'on va imprimer? La marque, ce n'est pas nous, c'est ce qui se passe dans le cerveau de l'autre devant nous. Donc, c'est les mots qu'on va venir apposer à ça. Oui, il y a des niches, il y a des personnages, toutes ces choses-là. Mais c'est de ne pas se rentrer dans l'eau au départ, hein, de dire qu'est-ce qui me distingue. Puis ça, j'apprécie vraiment les mots que tu avais choisis, Audrey, quand tu as dit comment se distinguer, parce que tout le monde, ceux qui me connaissent savent que le mot démarquer, j'ai une petite aversion pour ce mot-là. Pour l'ensemble des gens, démarquer, dans mon univers à moi, ce que ça veut dire défaire sa marque, démarquer. Donc, c'est quand on porte un regard à l'extérieur de nous pour essayer de développer notre propre voix, notre propre message. Et c'est là que souvent, ça commence à déraper parce que ce n'est pas quelque chose qu'on possède ou qu'on intègre totalement. Donc, aussitôt qu'on a une embûche, on va débarquer, on va aller vers une autre direction. Et ça, c'est le contraire de se concentrer, d'avoir une concentration de nos ressources en temps, en argent, en effort. Et aussi au niveau des différentes plateformes qui nous sont présentées. Hein. Souvent, au niveau du plus petit entrepreneur, on est bombardé d'informations. À gauche, à droite, ça fonctionne pour un, ça fonctionne pour l'autre. Et on est tenté et même des fois poussé à aller vers ces choses-là, puis les essayer. Hein. C'est correct de faire des essais. C'est juste que quand on le fait, on se dénature parfois aussi parce qu'on essaie de coller à la plateforme, aux moyens, à la chose, et on ne se distingue pas nécessairement. Un autre danger, des fois, quand on est dans le lot, puis parce qu'on suit ce que les autres font. Oh, un petit bébé ici qui est d'accord. Je suis heureux. J'aime ça les prendre jeunes.
hein, maintenant, on forme les enfants à l'entrepreneuriat tôt. Des jeunes entrepreneurs. C'est que le danger, quand on regarde à l'extérieur pour définir sa marque, ben, on est en train souvent de se positionner en commodité. On a beau avoir un marché cible, un persona, mais si les gens nous engagent simplement parce qu'on produit un service ou un produit, ben, et là, souvent, ben, ils vont nous comparer aux autres de deux façons principales, c'est le prix et la disponibilité. Et ce n'est pas la meilleure façon pour un travailleur autonome de se mettre en valeur parce que là, on est obligé de forcer. Alors, on doit multiplier les efforts, on doit travailler fort, on doit des fois faire des compromis, faire des prix aux gens pour qu'ils acceptent de faire affaire avec nous. Et quand on est capable de travailler sur un message qui est beaucoup plus clair, qui amène la valeur, qui définit vraiment le bénéfice qu'on va apporter à ce client-là, hein. Souvent, on va passer par le problème pour pouvoir illustrer ça correctement. Ce que ça fait, c'est que les gens finissent par nous acheter pour la solution qu'on va leur apporter et non pour un service qu'on va livrer tout simplement comme n'importe qui d'autre. Et ça, c'est la meilleure façon de se distinguer. C'est quand on est capable de transmettre à l'autre le bien qu'on va lui faire à lui plutôt que de dire ce qu'on fait nous. Puis souvent, c'est ce que je vois, moi, fréquemment avec les entrepreneurs avec qui je travaille. Je fais ça, je suis ci, je suis ça. Puis le client, il nous regarde, puis il fait Ah, ouais, puis what's in it for me, comme on peut dire en anglais. Et souvent, ce bout-là, il n'est pas présent. Il est très peu présent. Et souvent, on a tendance à trop mettre des éléments de crédibilité sur la table, essayer de se faire valoir, hein, dire je suis bon, regarde, j'ai tant d'années d'expérience, j'ai fait tant de projets, j'ai fait tant de trucs. Et ça ne nous met pas en valeur, puis ça ne nous permet pas non plus de nous distinguer. Ça fait juste faire en sorte que c'est comme si on était insécure, c'est comme si on étalait notre insécurité. Et ça, absolument, ça refroidit les clients. Puis là, en tant que travailleur autonome, on se dit, c'est pas facile. Puis souvent, on va se décourager. Puis il est là le danger. Donc, tu sais, de se positionner avec un seul message. Pas besoin que ça soit cute, pas besoin que ce soit extraordinaire. Il faut que les gens soient capables de savoir, Audrey, Martin, Anthony, ils vont me servir à quoi, ultimement. Et même s'il y a des gens qui font exactement le même travail que moi, ben, j'ai ma personnalité, ils ont leur personnalité, je n'ai pas besoin d'en créer une pour moi, c'est ce que je suis. Ça plaît, tant mieux, ça ne plaît pas, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir bien les servir aussi. Et ma job à moi, c'est de faire comprendre à mes clients qu'il faut absolument qu'ils concentrent leurs efforts, qu'ils soient patients, qu'ils soient persévérants. Ça, c'est des items parce que si je ne suis pas patient, je vais changer ma direction et je ne pourrai pas me distinguer. Parce que j'ai changé de position, les gens ne peuvent pas m'attraper. C'est vrai que l'impatience, je crois que c'est quand même, en tout cas dans mon cas personnel, c'est difficile de le travailler là, mais on veut toujours tout de suite. Maintenant, c'est un peu aussi l'air du temps. Oui, oui. Et puis la persévérance, aussitôt qu'on a une petite difficulté, il ne faut pas baisser les bras. Des fois, il faut juste se questionner à savoir qu'est-ce que j'ai besoin d'ajuster. Hein, parce que là, on a déjà dépensé des efforts, on a déjà fourni des ressources à faire le truc qu'on voulait faire. Et on est en train de tout mettre ça de côté et de recommencer à zéro. C'est comme le fameux jeu serpent-échelle. Hein, je rencontre plein d'entrepreneurs qui se sont fait faire un branding et 3 ans plus tard, sont en mode de refaire leur branding. Donc, toute la reconnaissance de marque qu'ils ont fait, ben, est en train de le réduire. Donc, tout ce qu'ils ont fait pour se distinguer, sont en train de l'éliminer juste en changeant un logo. On ne sait pas trop pour quelle raison, parce que souvent, le logo était déjà très bien, très beau. Et un logo, tous ces éléments-là, plus graphiques, plus visuels, c'est des identifiants qui viennent appuyer normalement un message ou un positionnement. Puis c'est surtout là qu'il faudrait que les petits entrepreneurs devraient petits, je dis pas en taille, là, je dis des solopreneurs principalement, de se concentrer pour pouvoir vraiment, au final, avec le temps, avec patience, persévérance, se distinguer sur le marché, là. Et puis donc, toi, Martin, ce que tu préconises, de ce que j'en pense, c'est vraiment de finalement se distinguer grâce à un message clair. Marie, toi, je sais que tu te distingues aussi par une caractéristique particulière chez toi qui est ton rire. J'ai eu la chance de l'écouter à plusieurs reprises. Donc, effectivement, Marie, on la reconnaît beaucoup pour son rire, mais aussi parce qu'elle a une personnalité très enjouée. Elle a créé l'Académie des autonomes qui facilite la vie des solopreneurs et également les outils pour qu'ils puissent faire face à tous les enjeux qu'ils pourraient rencontrer avec le statut de travailleur autonome qui est un peu particulier. Tu possèdes également une communauté Facebook dont je fais partie, qui est très dynamique, où justement tu soutiens puis tu échanges des travailleurs autonomes sur leurs problématiques.
Donc, toi, pareil, la même question encore, avoir ton point de vue sur comment, en fait, en tant que travailleur autonome, on peut réussir à sortir du lot puis à vivre de son activité. Alors, que puis-je dire qui n'est pas encore été dit? Je suis sûre que Justement, tu quelque chose. Ouais, non, c'est ça, j'ai quelque chose en tête. Moi, je dirais que surtout quand on démarre comme travailleur ou travailleuse autonome, pour moi, si je rembobine sur ma propre expérience, ça a été vraiment pour avoir tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est-à-dire d'être plus clair et tout ça, pour moi, ça a été vraiment de faire les tests de plein de choses pour justement après faire, OK, non, ça, c'est clairement pas pour moi, ça, c'est pas le type de client que je vais aller chercher parce que je savais pas nécessairement au début. Je pense que ça, c'est important de savoir que c'est correct aussi d'essayer des affaires et après de faire le tri. Le tout, c'est quand même de prendre une petite pause puis de faire du recul un petit peu pour justement voir ce qu'on veut plus après. Mais ça permet de clarifier justement après le message justement pour que ça s'enligne plus directement avec la clientèle qu'on cherche à avoir. Mais pour ça, pour moi, il faut d'abord se connaître, il faut d'abord savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas et tout ça. Donc, ça prend, pour moi, c'est passé par des étapes d'essai-erreur, évidemment. Mais comme ce qu'on disait un petit peu avant le démarrage, c'est que avoir su, j'aurais pas fait, mais sans avoir fait, j'aurais pas su. Donc, c'est un peu ça, on disait, je crois, Einstein, comme disait Martin, qui disait ça. Et pour moi, c'est important que le travailleur autonome ou la travailleuse autonome comprenne qu'il y a une part de ça, puis donc ça va prendre effectivement plus de temps peut-être que ce qu'on se serait dit au démarrage. En tout cas, pour moi, la patience n'est pas ma qualité première, clairement. Là. Fait que je comprends aussi et c'est un apprentissage pour moi qui est comme sur le long terme. Ouais. Ok, est-ce que, par exemple, toi, tu vois des travailleurs autonomes qui arrivent à finalement, est-ce que tu as des exemples de certains que tu vois qui arrivent quand même à sortir du lot, même s'ils font peut-être les mêmes choses, comment il y en a certains qui arrivent finalement à vivre de leur activité, puis selon toi, d'autres, quand même, tu en vois passer beaucoup, qui peut-être, je ne sais pas, sont peut-être plus freinés ou… Mais, pour moi, il y a comme plusieurs choses. Il y a le côté, effectivement, plus sa propre personnalité. C'est un peu comme ce qu'on disait, pourquoi je vais m'en aller vers tel travailleur autonome ou vers tel spécifique quand même travailleur autonome, mais parce que souvent, c'est comme un peu moins distingué de l'entreprise comme telle et la personne. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un peu plus… donc, la personnalité a d'autant plus d'importance pour se distinguer dans le sens où, justement, par exemple, moi, je suis celle qui rit fort, je le mets sur LinkedIn et tout ça, c'est niaiseux, là, mais ça fait que le monde me reconnaît aussi de cette façon-là. Donc, ça peut être un moyen, je ne dis pas qu'il faut nommer toutes les caractéristiques bizarres qu'on peut avoir, là, mais ça peut être quelque chose de distinctif qui fait qu'on nous remarque. Après, ce n'est pas la seule chose, mais après, c'est d'être, pour moi, je pense que l'une des qualités premières, ça serait vraiment le côté fiabilité puis le côté d'engagement. C'est-à-dire que si tu dis que tu fais quelque chose, tu le fais, puis tu le fais. Parce que ça, personnellement, j'ai longtemps, enfin souvent été déçue pour des fois certains engagements. Donc, je pense que ça, c'est un bon moyen de se distinguer et de s'assurer d'être fiable et d'être… Mais tu as raison pour les signes distinctifs parce que souvent les artistes, on le remarque, ils ont souvent des signes distinctifs comme des lunettes particulières ou alors je pense à l'artiste qui a les cheveux en M, qui s'appelle M d'ailleurs. Effectivement, donc ça peut être aussi comme un petit truc et astuce peut-être d'avoir, je ne sais pas, toujours un béret sur la tête par exemple à chaque fois qu'on fait un zoom, puis on va dire c'est le monsieur au béret ou quelque chose comme ça. Donc ça peut aider en tout cas. Donc, effectivement. Et puis après, c'est sûr que la notion d'engagement est peut-être quelque chose de plus de fond. Et puis, c'est pour ça que je parle de se connaître, c'est d'être aligné avec tes valeurs, puis avec ce que tu dis, puis ce que tu fais. Tu sais, pour moi, je pense que ça peut être un moyen. Parce que j'essaie juste de ne pas répéter ce qui a été dit. Là, mais… Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Là, fait que… Bon, super. Puis, donc, du coup, pour notre dernière panéliste, qui est Marilyn Marty, donc tu es la fière fondatrice et co-créatrice de la communauté Les Talents M, qui regroupe des indépendants passionnés de marketing. La mission première des Talents M, c'est de créer un environnement qui facilite l'apprentissage, la réflexion, la coopération et le développement d'affaires. Et toi, comme beaucoup de monde, tu as dû faire face à des épreuves dans ta vie de femme, de mère et d'entrepreneur qui t'ont fait prendre conscience que plus tu t'éloignais de qui tu étais, et plus la vie se chargeait de te ramener à l'essentiel. En tout cas, c'est ce que tu m'as déjà partagé. Donc, je me permets de le ressortir ici. Donc, pour toi, qu'est-ce qui est important chez un entrepreneur si
Non, je ne vais peut-être pas dire ça d'abord. Je vais peut-être changer en disant, je sais que chez toi, c'est pas ce que fait l'entrepreneur qui est important, mais plutôt le pourquoi il fait ce qu'il fait. Donc, j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur cette idée du pourquoi. Et qu'est-ce que tu entends par ça, en fait Ok, merci. Ok, donc on va y aller avec le pourquoi, mais ça va bien compléter. Je pense que je suis évidemment d'accord avec tout ce que je viens d'entendre. C'est vrai, quand tu passes à la fin, c'était vraiment super intéressant de vous écouter. En fait, c'est certain que quand tu es travailleur autonome, indépendant, peu importe comment on l'appelle, tu te retrouves face à plein d'affaires, en fait. Tu dois être celui qui prospecte, tu dois être celui qui a confiance en lui, tu dois être celui qui sait qu'il va livrer, tu dois être celui qui facture, tu dois être celui qui sourit, tu dois être celui qui parle. En fait, tu es sur tous les fronts quand tu es travailleur autonome. Puis pour se distinguer, parce que c'est la question aujourd'hui, c'est certain que de partir de soi déjà et de faire comme, puis ça peut être à n'importe quel moment dans sa vie de travailleur autonome, c'est de faire une liste de pourquoi j'ai choisi d'être travailleur autonome. Moi, c'est quelque chose que je fais déjà quand je rencontre les indépendants que j'accompagne, c'est pourquoi tu as choisi d'être indépendant, solopreneur à un moment donné. Rien que le fait d'écrire cette liste, il peut y avoir des prises de conscience. Par exemple, j'ai envie d'avoir des contrats diversifiés. OK. Mais si à côté de ça, on me dit il faut être focus sur quelque chose, déjà, il y a un dilemme. Mais est-ce que être focus sur quelque chose, ça veut dire oublier que j'ai besoin de faire des contrats différenciés? Peut-être pas. Donc, comment je le prends? Donc, la notion de pourquoi, elle est assez large. Elle est effectivement qui je suis, mieux me connaître, savoir quelles sont mes valeurs. Ça, c'est sûr que c'est un point qui est super important. Puis, savoir quelles sont ses valeurs, ça va un petit peu plus loin. Faut avoir quelqu'un qui puisse questionner justement pour retrouver quelles sont vraiment tes valeurs. Sinon, on va mettre des valeurs comme ça. Puis, comme c'est vraiment un outil décisionnaire, après, par exemple, si moi, ce qui est important pour moi, c'est la liberté. C'est certain qu'un client qui va me poser un cadre où il faut que j'aille travailler à telle place, ou si je ne me sens pas bien à un moment donné, que je sais que ma valeur, c'est la liberté, ça va vite être très bénéfique pour moi, parce que je vais dire, OK, ne cherche pas, là, tu es en contradiction avec ta valeur qui est la liberté, ça évite de descendre plus loin, parce que quand on est travailleur autonome, on peut vraiment descendre aussi rapidement, quel que soit l'entrepreneuriat. Puis ça, j'ai envie de dire que c'est important aussi d'être bien entouré. Je sais que ce n'est pas ta question, mais c'est quand on est seul, en fait, c'est extrêmement important de bien s'entourer et de toutes sortes, parce que tout ça, c'est de la relation humaine. Mais c'est ça le pourquoi, en fait, il est par rapport à soi, il est par rapport à pourquoi j'ai choisi de faire ça, pourquoi je me sens bien dans telle situation, tous les pourquoi, en fait, qui à un moment, quand je ressens une émotion ou quoi que ce soit, c'est de prendre ce temps. Parce que en tant que travailleur autonome, on peut avoir des réponses qui s'en viennent super facilement, ne serait-ce que d'en choisir, par exemple, le type de client qui nous intéresse. Si à chaque fois qu'on rencontre une typologie de client, puis on sent que ça ne se passe pas bien, posons-nous la question, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas bien? Et moi, j'y vais avec papier, crayon à l'ancienne, et je dis, OK, ça ne m'a pas plu, ça me convient pas, ça me convient pas, ça me convient pas. Et en fait, de pouvoir repartir sur ça, je vais me rendre compte de ce qui me convient. Ça peut m'aider, et ça devrait m'aider à justement voir vers quelle clientèle je veux aller, quelle est l'audience qui fonctionne avec moi, parce que pour une entreprise, c'est vrai, au niveau de l'ADN, pourquoi, mais pour un travailleur autonome, c'est encore plus vrai, c'est humain à humain. Qu'est-ce qui fait que ce partenariat, justement, il va fonctionner? C'est parce qu'on a des valeurs qui sont très proches, c'est parce qu'il y a de l'authenticité de chaque côté, c'est parce qu'on aime bien travailler rapidement, peut-être les deux, ou parce que ça m'apporte justement un apaisement. Mais c'est d'identifier en fait les points qui sont importants pour moi. Afin de ne pas partir en fait dans frustration, dans la comparaison. Parce que là, on parle de distinction. La première chose qu'on fait, moi je l'ai fait comme tout le monde, quand on est travailleur autonome, on se compare.
Alors là, on commence à aller sur les médias sociaux et là, on voit un tel qui poste tous les matins, il fait son jogging et puis, en tout cas, t'es là, non, mais moi, je ne vais pas pouvoir faire ça, là. Ça ne va pas être possible. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans ma phase 5. Donc, déjà, la comparaison, ce n'est pas de la distinction. Se distinguer, c'est justement revenir à qui je suis, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai choisi d'être travailleur autonome et comment je peux mettre ça en action finalement pour pouvoir être aligné avec ce que j'ai envie de faire. Et puis, c'est aussi Anthony qui disait ça, c'est que quand on est travailleur autonome, on n'a pas besoin d'avoir un chiffre d'affaires qui soit monumental. Après, quand on touche 1 million, quand on va sur 1 million de dollars, etc., c'est parce qu'on a mis un système d'automatisation en place qui fait qu'il y a quand même des choses qui arrivent, mais à part à facturer 10 000 $ l'heure, c'est compliqué quand on est travailleur autonome. Donc, si on regarde vraiment la notion de travailleur autonome, dont je suis en partenariat avec mon client, je facture des heures, je facture aussi une valeur surtout. Et surtout, c'est mon client qui vient avec moi parce que ça va changer sa vie, ça va changer la vie de son entreprise, ça va changer ce qu'il est en train de faire. Il fait appel à moi pour l'aider dans ça. Donc, c'est important d'être bien avec ça. Ok, donc juste une petite analogie là. Donc, si on est un petit poisson parmi les gros poissons, l'idée, c'est pas vraiment de s'entourer avec tous les autres petits poissons puis de faire un gros banc. C'est pas forcément non plus l'idée d'aller chercher un gros requin puis de se mettre à côté dans l'ombre pour se protéger. En fait, l'idée, c'est vraiment de s'entourer de poissons qui ont les mêmes valeurs que nous finalement. Pour reprendre un peu le point que tu as dit, si je mettais une image, est-ce que ce serait donc plutôt ça ce que tu essayais de transmettre? Ben, c'est de rester à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps déjà et de se dire que s'il y a quelque chose vraiment qui me gêne ou si je perds de la confiance en moi, il y a vraiment une notion de confiance en soi qui est super importante quand on est travailleur autonome et souvent on perd notre confiance en nous parce qu'on se compare, parce qu'on prend tout ce qu'on nous dit comme personnel. Il y a les 4 accords Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est de ne pas le prendre personnel. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un client va vous dire ah, mais non, mais ça ne me plaît pas là, ce que tu m'as envoyé, ou c'est pas comme ça que je voyais le truc, ce n'est pas de vous qui parle, dont il parle, c'est de ce qu'il vient de recevoir. Et ça, en fait, c'est de prendre du recul par rapport à ça. Après, on peut très bien se mettre avec un plus gros poisson et s'accoler à un mouvement qui soit plus grand que nous. Moi, je l'ai fait avec des accélérateurs, des incubateurs. Par exemple, si je suis coach professionnel, le fait de travailler avec un accélérateur et donc de m'adosser à cet accélérateur qui, lui, est plus grand que moi, si moi, je suis coach professionnel, donc seul, on va dire, c'est correct. Même si la taille est différente, c'est juste qu'on a un chemin commun à un moment donné, qu'on y trouve chacun notre compte et que ça correspond à mes valeurs, ça correspond à l'impact que je veux avoir, moi, dans ma vie de professionnel, mais ça veut dire que je les connais, je les ai déterminés avant. Si je ne sais pas qui je suis, pourquoi je le fais et que je n'ai pas confiance en moi, c'est plus dur, c'est sûr. Ok, bah, merci beaucoup. Donc finalement, cette idée de connaissance de soi ressort quand même pas mal à travers la personnalité, bien se connaître ses limites, etc., se tester. Anthony, est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, qu'est-ce que c'est la ressource la plus importante d'un solopreneur? La ressource la plus importante pour un solopreneur, moi, je Marie-Lune dirais. a parlé de confiance en soi, alors voilà. Moi, la ressource la plus importante, c'est ça qu'il faut protéger le plus. Pour un solopreneur, la seule chose qu'on a, c'est du temps. Fait que la ressource pour moi la plus importante pour un solopreneur, c'est de protéger son temps. Comment que je fais pour maximiser et protéger mon temps? Quand j'ai commencé en affaires, ça va faire 7 ou 8 ans. On va dire 7 ans pour le biais de la cause. Quand j'ai commencé en affaires, ça fait les 5 premières années, je me suis toujours dit, moi, qu'est-ce qui me différencie, c'est que je vais travailler plus fort, je vais être plus efficace, puis tu peux m'appeler n'importe quand, n'importe quelle heure, je vais répondre, puis je vais t'aider. Puis ça, c'est la première erreur que j'ai faite pour moi en date d'aujourd'hui. C'est la plus grosse erreur que j'ai faite en commençant parce que je suis pas allé sur mon persona, sur ma différenciation, sur qu'est-ce que je faisais.
différent que les autres sur la facturation, sur mon service de qualité. J'y allais sur je suis plus disponible que mon compétiteur, puis c'est devenu que mon entreprise m'envahissait moi-même, m'envahissait sur tout mon point de vue personnel. Alors, pour moi, la ressource la plus importante d'un solopreneur, c'est son temps. C'est arriver à voir son temps comme une manufacture. C'est de savoir combien d'heures facturables j'ai par semaine. Il y a certains secteurs que c'est 20 heures facturables qu'on a par semaine. Il y en a d'autres, c'est 30. Il y en a d'autres, c'est 35. Mais c'est très rare qu'on ait plus que 35 heures facturables par semaine. Je dirais même que la majorité tourne autour de entre 28 à 32 heures. C'est vraiment ça qu'on a de facturable par semaine quand on travaille un 40 heures semaine. Parce qu'il y a la facturation, il y a la recherche de clients, il y a tout ce qui vient autour de ce concept-là. Alors, c'est de voir dans ce 30 heures de facturable-là que j'ai par semaine, comment que je fais pour maximiser mon temps, être le plus efficace possible, puis avoir le bon tarif horaire. C'est vraiment de transformer notre valeur temps, notre ressource temps en manufacture, puis de le contrôler comme si je vendais un produit, comme si je vendais quelque chose d'autre, mais vraiment de valoriser son temps au maximum. Puis pour faire du pont sur tout ce qu'on a discuté un petit peu depuis le début, ça part pas seulement au pitch de vente, comment que je vends mon service, mon contrat de service, ça part vraiment en amont de ça, puis j'appelle ça la technique VAC. C'est une technique qu'on commence à parler de plus en plus chez nous, qui n'est pas encore beaucoup connue, qui est connue plus du côté anglophone, mais en français, on l'a baptisé la technique VAC. Fait que tout d'abord, pour être capable de valoriser ton temps au maximum, être capable d'être présent puis d'avoir une crédibilité dans le marché, il faut que tu sois visible. Il faut que tu sois le plus visible possible dans ta clientèle cible. Alors, il faut que tu commences par être le plus visible possible. Par la suite, il faut que tu te fasses le plus aimé possible de ta clientèle cible. Mais si tu es visible et que tu te fais aimer, tu n'as pas encore de vente, puis les gens ne te font pas confiance. Puis finalement, il faut que tu ailles vers la confiance. Il faut que tu gagnes la confiance de ta clientèle cible. Puis si tu arrives à mettre en place la technique VAC, qui est connue aussi sous le nom de qualité du côté anglophone, puis sur plein d'autres sauces. Mais si tu arrives vraiment à gagner la confiance, à être visible, puis à être aimé, bien là, tu vas être capable de te respecter, de respecter ton temps, de facturer le bon temps, puis de travailler avec le bon client idéal. Puis là, une fois que tu as tout ça, bien, tu vas être capable de protéger ta ressource temps, puis avoir du succès à moyen et long terme comme travailleur autonome, parce que si on ne respecte pas notre temps, on va s'épuiser, on va frapper un mur tôt ou tard. Tu sais, tôt ou tard, mon premier mentor me dit, il faut que tu prennes des vacances. Là, si tu rentres au travail lundi, si tu fais des heures facturables lundi, j'arrête d'être mentor pour toi. Il faut que tu prennes des vacances. Prends une semaine de vacances, décroche, je vais essayer de t'appeler. Puis si tu réponds à un client, à mon test, on arrête de travailler ensemble, puis c'est fini. Tu vas te brûler, tu vas frapper un mur. Mais il faut respecter son temps, il faut respecter nos vacances, il faut respecter qui qu'on est. Puis il faut accepter aussi de mettre nos limites, de dire il est 5 heures, j'ai 2 enfants comme le collègue tout à l'heure, mais j'ai 2 enfants en bas âge, un de 11 mois puis un autre de 3 ans. Mais il faut accepter que moi, je m'étais promis à 5 heures. Le plus souvent du temps, il faut que je sois à la maison jusqu'à temps qu'il dorme. Bien, là, c'est mon temps de famille. Je ne répondrai pas au téléphone à un client. J'essaie de le respecter. Parfois, c'est impossible. Parfois, j'ai un appel. Parfois, mais j'ai un code. Si tu m'appelles, je ne réponds pas. Si c'est vraiment une urgence, envoie-moi un texto, explique-moi c'est quoi l'urgence et je vais te rappeler. Mais maintenant, j'essaie de respecter mon facteur temps pour rentrer mes semaines de travail dans un temps respectable puis être capable de vivre à long terme de mon travail. Ok, super, parce qu'on est là un petit peu pour challenger, puis pour être dans l'échange. Du coup, je me permets donc de challenger ta méthode VAC avec peut-être l'avis de Martin, qui, à mon avis, serait intéressante par rapport à la visibilité. Je sais qu'on a un petit point là-dessus qu'on a déjà échangé, alors je me permets de lui donner la parole sur ça. Tu as des insights. En fait, oui, ça a bien du sens. Tu sais, la visibilité aimée, puis la confiance. Le point de confiance, c'est lui qui va permettre vraiment la transaction, en fait, avec un client potentiellement. Mais on met beaucoup, beaucoup d'attention sur cette fameuse visibilité-là. C'est pour ça qu'on multiplie des présences sur des plateformes à gauche, à droite, sur différentes actions. Et souvent, on oublie un aspect ultra important, c'est celui d'être compris. Hein? Je te vois, mais est-ce que je comprends ce que tu peux faire pour moi?
Et si on est capable de remplir ce petit gap-là, un petit pont entre le V et le A, ben, probablement qu'il va se passer quelque chose d'important pour un client parce que là, on n'est pas obligé de multiplier nos efforts tant que ça parce que les gens comprennent vraiment. Ils nous disent oui de la tête. Quand je rencontre un client potentiel, puis je fais la démonstration qu'il y a un problème de confusion dans son entreprise, qu'il envoie des messages contradictoires, quand je fais cette démonstration-là, il me dit oui de la tête, qu'il a compris ce que je peux faire pour lui, comment que je peux l'amener ailleurs. Donc, me rendre visible, c'est simple. Aujourd'hui, j'aurais pu mettre un chapeau de plume d'Indien sur la tête. Tout le monde m'aurait reconnu comme le monsieur au béret tantôt qu'on mentionnait. Mais qu'est-ce qui vient après cet élément-là hein, pour faire se rendre remarqué, être remarqué ou qu'il y ait un peu d'épices dans l'histoire. Puis là, je le vois. Il se passe quoi après? Je pense que c'est là vraiment il faut se concentrer en tant que travailleur autonome, en tant que solopreneur, de dire OK, maintenant que j'ai été vu, maintenant que j'ai déployé des efforts pour me retrouver sur 50 plateformes potentielles, à gauche, à droite, j'ai fait des webinaires, j'ai participé à toutes sortes de trucs. Qu'est-ce qui reste aux gens? Comment ils peuvent m'identifier par la suite? Donc, ce volet-là de compréhension, qu'est-ce que cette personne-là va pouvoir m'apporter? Et je vais pouvoir te classer. Hein? Je disais tantôt, la marque, là, ça se passe dans la tête du client. Là. Les gens nous rencontrent, ils ont un petit papier avec un petit crayon, puis ils essayent de nous classer. Le cerveau, il sert à ça, classer. Donc, si j'ai juste un élément visuel, cool, je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai revu, il y a un béret, il y a un béret. Qu'est-ce que j'écris après? Si je n'ai rien d'intéressant à écrire, ça se peut que je le mette dans divers. Ça se peut que je le mette dans pourriel. Ça se peut que je le mette dans poubelle. Parce que là, je veux dire, je n'ai pas d'intérêt à garder cette personne-là dans mon système de classement. Je veux juste le mettre de côté. Puis d'une fois à l'autre, je vais le remarquer parce qu'il va être visible, mais je ne pourrais pas comprendre à quoi il va pouvoir. Tu sais, il y a une histoire d'une amie à moi qui me racontait ça. Il y avait une personne qui se présentait tout le temps dans des réunions, elle a des cheveux rouges flamboyants. Elle allait même au conseil municipal, elle allait partout, partout, partout. Tout le monde savait que c'est la fille aux cheveux rouges, mais il n'y avait aucune substance derrière sa présence. Donc, les gens ne pouvaient pas savoir ce qu'elle faisait même dans la vie. Et aujourd'hui, on est dans une ère de visibilité. Hein? On veut être vu, il faut être vu, il faut faire des vidéos, il faut faire des TikTok, il faut faire toutes ces choses-là. Mais il y a un élément, c'est celui de la compréhension. Pas la nôtre, celle du client en fonction de qu'est-ce qu'on va leur apporter à eux. Et là, on est en train de bâtir quelque chose. Puis là, on va pouvoir aller jusqu'à la confiance qui va permettre la transaction. Si je peux faire du pont, Oui. je rajouterais juste quelque chose sur ce que Martin vient de dire. C'est elle fait tout le pont avec le persona du début. Il faut être vu à notre bonne clientèle au bon moment, avec les bons pains. Si on est capable de savoir c'est quoi le besoin de notre client, c'est quoi qui l'empêche de dormir, c'est quoi qui recherche comme information, on est capable de créer le bon contenu au bon endroit. Il faut voir ça comme une recette. Si on fait un gâteau au chocolat puis il manque de chocolat, on n'aura pas un gâteau au chocolat. Donc, oui, persona, niche, message, visibilité. Donc, si j'ai un message ultra clair, mais que je me cache tout le temps, je ne suis jamais présent, je ne m'expose pas, ben, je n'aurais pas cherché des résultats, c'est sûr, certain. Donc, si on veut un gâteau au chocolat, ben, ça prend de la farine, ça prend un œuf, ça prend du chocolat, ça prend ces éléments-là. Puis, ceux qui aiment beaucoup le chocolat, ben, ils en rajoutent une petite tasse de plus, puis ça en fait plus. Et toi, Nelson, pour toi, c'est quoi la ressource la plus importante d'un solopreneur? C'est vrai, c'est ça qu'on parlait. Ouais. Regarde, regarde, on parle de temps, on parle de confiance. Moi, je pense que c'était des choses, c'est primordial. Il y a la personnalité, puis on en parle aussi un petit peu, c'est que tu t'offres de quoi? Tu t'en vas rencontrer un client. Souvent, ce qui va matcher, c'est le comportement. Si l'autre est complémentaire de toi, si le client il est dans la même vibe que toi, ça va aller bien. Si c'est quelqu'un qui est très, très, très strict, puis toi, tu es très détendu, peut-être que ça ne fitera pas, puis c'est pas grave, c'est correct. Il faut rester soi-même, parce que sinon, si tu décides, il faut que j'aille ce client-là, parce que puis là, tu commences à te mettre à changer ta personnalité, puis tout ça, il y a des possibilités que
que tu n'aimes pas ça puis que ce soit un contrat qui soit un échec. J'ai aucune idée, là, mais il faut, Marilyn en parlait, il faut s'écouter, il faut écouter beaucoup notre corps, notre façon d'être, il faut être heureux, il faut aimer ce qu'on fait. Puis tout ça vient de la confiance, parce que souvent, quand on n'a pas de confiance, on ne sait pas trop ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi. Mais je pense qu'à la base de tout, c'est de réussir à se dire comme, regarde, je fais ce que je fais parce que j'aime ça, puis je le sais qu'il n'y a personne d'autre que moi qui va l'offrir. Puis si je m'en vais rencontrer cette personne-là, puis je m'en vais y proposer mes services, puis je me fais juger dès le départ à plein de choses, regarde, moi, je n'ai pas le goût de travailler avec toi. C'est peut-être plus aussi à l'inverse. C'est de là vient peut-être la confiance. On a tout le temps besoin de contrats, surtout au début, tu as besoin de contrats. Puis, même moi, là, j'en ai pris des contrats avec du monde que je n'ai pas aimé travailler, puis que ça a été des échecs. Puis j'en ai trop pris un peu comme Anthony, où est-ce que je disais, je suis tout le temps disponible, puis finalement, tu pètes un petit peu, tout ça. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus important? C'est peut-être que même si tu commences tranquillement, puis ça se passe tranquillement, mais que le monde ait la meilleure expérience possible. Puis la meilleure expérience possible, c'est d'être à l'aise avec ce que tu fais, d'être à l'aise avec toi-même, puis d'être confiant dans ce que tu fais. Tu vas peut-être avoir moins de contrats dès le départ, puis ça, mais c'est peut-être mieux pour la tête. Finalement, j'ai aucune idée, là. Je dis ça de même. Sous réserve. Donc, ce que j'entends, c'est que finalement, les ressources à disposition des travailleurs autonomes pour qu'ils puissent se distinguer à ce jour, ce qu'on a détaillé, c'est la confiance en soi, le temps d'avoir donc un message qui est clair et compris, c'est d'être soi-même. Marie, toi, est-ce que tu aurais quelque chose encore à rajouter? Je suis désolée, tu arrives toujours non, c'est correct. Donc il faut toujours que tu trouves le... Non, c'est correct. Moi, je dirais le réseau. Parce que je trouve qu'on a tendance à l'oublier beaucoup. Puis quand on est un travailleur autonome, le réseau est vraiment important. Et là, je retiens des sacres pour ne pas mettre une intensité dans le niveau d'importance, selon moi. Parce que justement, ça permet d'aller chercher des fois soit des clientèles ou du soutien ou juste le fait de sortir un petit peu aussi de sa cave, puisqu'on est solo. Hein, fait que des fois, ça peut être un petit peu dur pour le moral, mais pour moi, le réseau est vraiment, vraiment important et puis il se bâtit vraiment sur le long terme. Donc, encore une fois, c'est à force ça nous aide à créer une confiance, une crédibilité aussi, parce qu'on s'entoure quand même de personnes qui, souvent, au bout d'un moment, qui nous ressemblent. Donc, moi, je trouve que c'est un élément important comme ressource pour les travailleurs autonomes. Alors, un réseau, ok, mais comment finalement, comment le construire, comment le bâtir? Est-ce que tu pourrais, en quelques lignes, là, nous dire... Parce qu'un réseau, c'est sûr, là, sur le mot, c'est facile, mais est-ce que dans les faits, comment est-ce qu'on pourrait... pour moi, il est bâti de toutes les sphères de ta vie. C'est-à-dire que ça peut être tes anciens collègues, ça peut être via du réseautage, ça peut être juste via les réseaux sociaux, parce que moi, je suis rentrée en contact, ou les gens sont rentrés en contact avec moi via LinkedIn, par exemple, mais ils sont en Europe, je ne les connais même pas. Mais on échange, puis on commence à se créer quand même une certaine complicité, même à distance. Fait que c'est petit à petit, on parlait de crédibilité, d'être visible, mais d'être compris, tout ça, ça c'est pareil via les publications qu'on peut faire. Donc, ça élargit petit à petit le réseau. Josée, qui est là aujourd'hui, c'est comme ça aussi. C'est pareil, elle a vu une publication, une réaction que j'ai mis, une réaction, puis suite à ça, ce qui fait qu'on s'est vu, puis après, on s'est vu au réseautage d'Alias d'Anthony la semaine dernière. Donc, bref, le monde est vraiment petit, mais tu sais, c'est ça, c'est petit à petit, ça se construit, puis ça, à force d'être vu et d'être vu, pour moi, ça concrétise encore plus les relations. Alors, est-ce que finalement, le maître mot dans toute cette histoire, c'est aussi une histoire de patience finalement? Parce qu'il faut du temps pour toutes ces choses. Puis comme tu le dis, il faut la répétition. Puis, donc, peut-être si ça, c'est mon apport à moi, peut-être d'arriver à peut-être avoir une vision un peu plus long terme aussi pour réussir à se distinguer. Finalement, c'est ça, c'est marteler un message, c'est être niché, c'est finalement… d'être cohérent tout le long, effectivement, aussi dans tous tes échanges, dans qui tu es, tu sais, comme on le parlait, puis tu te connais, puis tu es en lien avec tes valeurs, tu es cohérent avec toi-même, avec ton discours, avec toute ta façon d'agir, mais aussi envers les autres. Et donc, forcément, ça ramène un type de personnes et d'échanges qui sont alignés quand même avec qui tu es. Cohérence, c'est un mot très, très, très important à garder proche tout le temps. Là. Parce que c'est ce qui aide à marteler le message qu'on veut bien marteler, puis si on change de niche tout le temps ou de persona parce qu'on change d'idée, parce qu'on perd confiance, on ne gagne rien. Là.
Super, bah écoutez, on arrive déjà à la fin de notre table ronde. Donc, merci beaucoup à tous pour vos apports et vos expériences. J'espère que ça a été très bénéfique pour toutes ces personnes qui vont nous écouter. Cette vidéo va être en replay, donc on va pouvoir la diffuser également plus tard, là, donc en enregistrement différé. Moi, peut-être pour ce qui est ressorti un petit peu par rapport à toute cette discussion, la prochaine étape pour moi, j'aimerais pouvoir comprendre un peu plus si finalement être un travailleur autonome, c'est pas aussi un avantage en période de crise, parce que finalement, on est petit, on est rapide, on est flexible, on peut s'adapter. Donc, est-ce que aussi ce serait pas dans cette période actuelle qui est un petit peu finalement très mouvementée, changeante, etc., si c'est un avantage. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait convertir finalement le fait d'être petit en avantage? Donc, c'est ça. Donc, ce sera certainement la prochaine interview qui sera menée. Et donc, merci à tous les 5 d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé tout ça avec nous. Je vous invite dans le chat à mentionner vos prochaines actualités pour qu'on puisse vous suivre, pour qu'on puisse également continuer à faire rayonner les solopreneurs et les entrepreneurs d'une manière générale et propager notre mission qui est de continuer à élever tout ce beau monde. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Puis au plaisir. À bientôt. À bientôt.